Bonjour, heureux de converser amicalement aujourd'hui avec vous autour des protéines végétales, un thème que j'aime beaucoup puisque je suis évidemment jardinier. Alors depuis les confinements, elles ont bien sûr retrouvé leur lettre de noblesse. Les lentilles, pois chiches tirent leur épingle du jeu, tandis que les haricots secs, malheureusement, ont du mal à percer. Alors plus de protéines végétales dans nos assiettes, je dis oui, et c'est le débat du jour. Pour l'instant, je rejoins Tom, notre jardinier, notre chef du jour. Alors Tom, vous allez planter des protéines végétales dans le jardin. Oui, on va essayer les protéines végétales avec les petits pois. On pourrait essayer aussi les lentilles, on pourrait aussi essayer les fèves. Et je vous parlerai aussi de toute cette diversité d'oléagineux, de plantes de la famille des fabacées, qui sont très intéressantes aussi quand on est jardinier. Alors tout de suite, on passe à table. Sylvain Davico, vous êtes notre chef du jour et aujourd'hui, vous allez travailler un plat autour de la lentille. Exactement. Bonjour Philippe. On a une lentille verte française qu'on va travailler avec une truite gravlax marinée, une truite des Pyrénées, une belle truite d'eau douce. Et par-dessus, on va continuer de travailler la lentille. Alors, c'est une très belle lentille, une lentille caviar, une lentille beluga qui va venir vraiment décorer notre assiette pour la mettre en valeur. C'est vrai, vous l'avez colorée ou elle est de couleur naturelle? C'est une lentille qui est comme ça, de couleur naturelle. C'est extraordinaire. Donc il nous faut quoi pour ce plat? Alors pour ce plat, on prend une lentille verte, on prend notre truite des Pyrénées, on prend nos lentilles beluga, et puis on va venir agrémenter ce plat avec une vinaigrette légèrement moutardée. Et dans ce mélange de lentilles, on rajoute des pickles de graines de moutarde de la société Les Trois Chouettes. Bien, je reviens tout à l'heure pour voir un petit peu les étapes de votre plat, puis on parlera un peu de votre métier de formateur, parce que vous formez de jeunes cuisiniers pour la France de demain. Alors 30 000 hectares cultivés, 110 000 tonnes en production pour les protéines végétales, une possibilité également pour de nombreux agriculteurs de se diversifier. Alors les légumes secs sont-ils aimés ou boudés par les Français? Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Darmon. Bonjour. Vous travaillez à l'INRAE avec une spécificité particulière. Oui, alors je suis directrice de recherche à l'INRAE à Montpellier et ma discipline, c'est la nutrition et la santé publique. Et ma thématique d'intérêt, c'est l'alimentation des populations défavorisées, c'est-à-dire les inégalités en matière d'accès à l'alimentation et notamment une alimentation plus durable, ce qui veut dire à la fois bonne pour la santé de l'homme, mais aussi pour la santé de la planète et l'environnement. Merci, on abordera avec vous l'intérêt et la nécessité de consommer tout à l'heure des protéines végétales. Et puis Laurent Hay, bonjour. Vous êtes un producteur un peu original. Déjà, vous produisez des lentilles, mais en plus, vous les produisez en Normandie. Oui. Ça vous est venu comment, cette histoire-là? Ça pourrait paraître étonnant, mais à cause du réchauffement climatique, j'ai envie de dire, on arrive à avoir un climat propice pour pouvoir cultiver ces légumineuses-là. L'idée, elle est venue il y a une dizaine d'années. J'ai converti la ferme à l'agroécologie et il y avait une nécessité de ramener des légumineuses dans la rotation. Et donc, c'est là que la genèse est partie. Oui, parce qu'en Normandie, on cultive plutôt du lin. Du lin. C'est magnifique, ces champs bleus là. Et puis il y a de l'élevage, il y a des céréales. Mais c'est vrai que la lentille, c'est quand même assez rare. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Nicole, est-ce que les légumes secs sont-ils vraiment boudés par les Français? Effectivement, on a un problème parce que la consommation de légumes secs est très faible. Quand on regarde dans les enquêtes nationales, et la moyenne de la consommation de légumes secs par jour et par personne, et puis en poids cuit, c'est 8 grammes. Alors qu'en réalité, il faudrait en consommer 2 fois par semaine, ce qui revient à entre 50 et 60 grammes par jour. C'est ce qui est recommandé par les autorités de santé publique. Mais en fait, on voit que le problème, c'est surtout qu'il y a un très grand pourcentage de non-consommateurs. Et si on regarde que les consommateurs, eux, les consommateurs habituels de légumineuses, de légumes secs, ils en consomment bien 50 grammes par jour. Donc le challenge, c'est de faire consommer des légumes secs à des gens qui n'en consomment pas. Pourquoi, d'après vous, ils n'en consomment pas? Parce que c'est quelque chose qui est passé de mode, c'est quelque chose qui est difficile à préparer. C'est quoi les inconvénients? Pourquoi les Français en consomment moins? Alors il y a une question d'habitude et puis il y a une question d'image. C'est vrai que ça a longtemps été vu comme
le plat du pauvre, même dans la Bible, hein, c'est le plat du pauvre. Et il faut effectivement revaloriser leur image. En termes de praticité, il y a quand même énormément d'offres qui devraient favoriser leur utilisation par une grande majorité de Français. Mais c'est surtout une question d'image. Quand les Français, un Français moyen pense, ou une ménagère pense à faire son plan son plan de menu, le repas du jour ou le repas même avec des invités, elle va d'abord penser à la viande et puis après à tout ce qui va accompagner la viande ou alors le poisson. Mais elle ne va jamais penser aux produits végétaux de façon centrale. Il faudrait réussir à changer ça. Laurent, vous avez misé sur un légume sec qui est quand même de plus en plus tendance, qui était plutôt cultivé hors Normandie. Qu'est-ce qui vous a pris de cultiver la lentille? Vous nous en avez un petit peu parlé. Pourquoi la lentille? Depuis combien de temps? Et quel est le secret de culture de cette protéine végétale? C'est une culture qui est très intéressante écologiquement, quand même, parce que, donc on l'a dit, elle a très peu besoin d'eau. Hein. À l'origine, c'est quand même une culture méditerranéenne. Donc elle a besoin de moins d'eau et également, en tout cas sur notre territoire, elle n'est pas non plus impactée par les maladies et par les ravageurs. Et donc, ça se cultive comment une lentille? C'est quoi un petit peu le cycle de semis? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Là, on va bientôt la semer, la fin mars, début avril. Après, Dame Nature va faire son travail toute seule. Et, ça se sème en but? Ça se sème comment? Non, en ligne? En ligne, c'est ça, avec un semoir, voilà, en ligne. Et puis on va la récolter fin juillet, début août. Ça se récolte avec quoi la lentille? Alors une moissonneuse classique. Ah oui, carrément. Ah ouais, complètement. Comme le pois chiche, même chose, tout ça, ça se récolte avec du matériel conventionnel. Vous en consommez beaucoup, vous, de lentilles de Normandie? Depuis que j'en produis, oui. Ah ouais. Avant, j'avoue, mais à culpa, j'en consommais peu. Et quelle est la variété que vous produisez? Parce qu'il y a différents types de lentilles. Voilà. Donc on a 3 variétés. On a la variété verte Anicia, donc la même variété que le chef prépare. On a la variété Beluga également. Et la variété Rosanna qui va servir à faire de la lentille corail. On va la décortiquer pour... oui, la fameuse lentille un petit peu orangée. Mais voilà. La Beluga, elle n'est pas encore connue du grand public? Non, elle n'est pas connue. Elle est beaucoup plus chère aussi que la lentille verte parce que elle a tout petit rendement par rapport à la lentille verte. Donc voilà, elle est moins abordable. Alors Nicole, on parle de protéines végétales, mais je crois qu'il faut aller au-delà de la protéine végétale parce que ces légumineuses, ces légumes secs offrent énormément de qualité pour l'organisme. Oui, en fait, c'est un abus de langage de dire que les légumes secs sont des protéines végétales. Non, ce sont des aliments sources de protéines et ce sont des aliments végétaux. Et au-delà du fait de procurer des protéines de très bonne qualité et en quantité importante, ce sont des aliments favorables à la santé parce qu'ils apportent aussi des fibres et tout un tas de nutriments qui vont limiter l'arrivée de pathologies chroniques comme les vitamines, les minéraux. Et donc, c'est vraiment pour ça, en fait, pour un ensemble, un profil nutritionnel favorable, que ces aliments sont intéressants. Quels sont les légumes secs les plus plébiscités par le grand public? Quels sont les chouchous aujourd'hui des Français? Peut-être que vous le savez mieux que moi. Oui, je peux faire un retour des consommations. Ah, très bien. Oui, clairement, c'est la lentille verte. Clairement, c'est la plus connue. Donc, tout à fait. Dans les autres légumineuses, le pois cassé retrouve sa place, j'ai envie de dire. Ce qu'on disait au départ, donc lentilles et pois cassés tirent leur épingle du jeu. Ouais. Et puis, il y a les haricots secs. Les haricots secs, pourquoi on n'en mange pas? Parce que on a une image un petit peu, ça fait grossir, ça a aussi d'autres inconvénients. Est-ce que c'est cette image que véhicule le haricot sec ou c'est la façon de le préparer? Peut-être qu'on manque de recettes traditionnelles à base de haricots secs. C'est vrai qu'on a des recettes à base de lentilles, on a des recettes, la purée de pois cassés, c'était servi dans les écoles depuis toujours. Et peut-être qu'il y a cette question de culinarité. Oui, et je rajouterais peut-être qu'il y a aussi le temps de préparation. Une lentille se prépare très rapidement. Un pois chiche et un haricot nécessitent un trempage au préalable et ça peut peut-être freiner la consommation. Est-ce que pour le riz, par exemple, qui aujourd'hui on trouve des riz qui se préparent beaucoup plus rapidement en cuisson, on ne pourrait pas réfléchir sur des légumineuses, j'allais dire pré-préparées, qui pourraient être beaucoup plus simples à mettre en scène?
Nous, on le propose. On Oui. le propose aujourd'hui. On a monté une légumerie justement pour pouvoir proposer en poche justement du pois chiche qui est assez long à préparer. Et là, comme ça, il est en saumure, il est prêt à consommer. Donc, en effet, c'est des alternatives pour pouvoir, casser un petit peu ce frein à la consommation. Alors on parlera de l'impact environnemental de ces protéines végétales sur le sol, en tout cas sur l'environnement. Est-ce que vous qui produisez des lentilles, c'est une culture qui est rentable? Vous allez me dire, vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce que c'est plus rentable que des céréales? Ça marche comment par rapport à d'autres cultures traditionnelles? Est-ce qu'il y a un cours de la lentille, par exemple, comme pour les céréales? Alors, il y a un cours mondial, mais clairement qui est complètement à la marge par rapport à la réalité française. Moi, je commercialise en vente directe, donc j'ai envie de dire, je suis un petit peu en dehors de ce marché-là. La commercialisation classique, elle est encore un petit peu limite pour pouvoir lancer vraiment la production en masse dans les champs, quoi. Depuis que vous cherchez justement à réintroduire ces précieuses protéines végétales pour tous les Français, vous avez vu quand même l'évolution, c'est-à-dire que la consommation augmente petit à petit, peut-être pas de façon exponentielle, mais est-ce qu'il y a un impact sur la consommation? Malheureusement, non, on n'en voit pas vraiment, mais il faut dire qu'on n'a pas de données très récentes. La dernière enquête nationale sur les consommations alimentaires en France date de 2015 et il y a eu probablement des évolutions dans les toutes dernières années et notamment depuis le Covid où les gens se sont mis à plus cuisiner, en tout cas une bonne partie de la population a changé un petit peu ses habitudes et une proportion aussi plus importante de foyers ont végétalisé leur alimentation. Parce qu'on a vu les Français stocker leur alimentation non alimentaire, mais également de stocker justement ces protéines. L'intérêt d'avoir ces légumineuses, c'est qu'on peut les garder très longtemps en stock. Oui, alors elles ont un peu les défauts de leur qualité ou les qualités de leurs défauts, c'est-à-dire que leurs défauts en termes de praticité, si on les achète sèches, c'est effectivement que ça va être long à préparer, mais le côté positif, c'est que ça va pouvoir se conserver. Une forme qui va combiner les deux avantages, c'est la forme des légumes secs en conserve, qui ont là vraiment un intérêt majeur et un coût très modéré. Les haricots tomates, quoi, les flageolets tomates, les haricots tomates. Oui, non, les lentilles en conserve, les pois chiches en conserve, ils existent presque tous en conserve. L'intérêt aussi des lentilles corail, c'est leur facilité de préparation, là pratiquement aussi facile que n'importe quel légume. Ça se stocke bien après récolte, les lentilles? Ça se stocke comment et bien? Ça nécessite, juste après la récolte, un premier triage, justement pour éliminer la terre et les débris végétaux qu'on a pu ramasser en même temps que la lentille. Une fois que ça c'est fait, oui, en effet, ça se stocke bien. Il n'y a pas de souci. Il faut faire attention après aux ravageurs qui peuvent arriver dans les silos, hein, mais sinon, il n'y a pas de souci. C'est un peu les mêmes silos que pour le maïs ou le blé, hein. Des silos... on peut, mais est-ce qu'il faut laisser refroidir la légumineuse avant de la stocker, quand comme par exemple pour le blé, par ouais, exemple? quand on va la moissonner, on récolte ça fin juillet, début août, on arrive à des températures assez élevées, on peut avoir quand même des graines à 27, 28 degrés. Donc en effet, il faut le refroidir. Les amis, on se retrouve dans une deuxième partie pour parler un peu de l'impact environnemental des protéines végétales sur le sol et sur l'environnement. Mais tout de suite, on retrouve Tom, notre jardinier. Alors Tom, vous avez décidé, vous, de planter des protéines végétales dans votre jardin et surtout des lentilles. Comment ça se plante? Alors moi, j'ai eu une expérience où je faisais tremper mes lentilles la veille et un peu tête en l'air, je les ai laissées un peu trop longtemps et elles ont commencé à germer dans mon bocal. Donc je me suis dit, je vais essayer de les cultiver dans ma jardinière ou dans mon potager. Je dois l'avouer quand même, j'étais un tout petit peu déçu du nombre de rendements parce que dans un potager, on n'arrivera jamais à avoir un paquet complet pour nourrir une grande famille, sauf si on a un énorme potager. Et puis ça demande quand même pas mal de travail manuel qui est fait par la moissonneuse-batteuse ou d'autres machines quand on les récolte à la maison. Là, j'ai évidemment pas pu ramener mon potager au salon de l'agriculture. Comment est-ce que j'ai fait? Moi, je vais simplement tracer un sillon
après avoir placé mon cordeau et avoir bien préparé le terrain. On peut passer une grelinette, on a bien désherbé, on va surtout enlever les mauvaises herbes vivaces. Elle peut faire vraiment de la concurrence, surtout quand on va semer nos lentilles, parce qu'à ce moment-là, s'il y a trop de concurrence, nos lentilles, elles n'arrivent pas tellement à faire face. Après, soit j'ai mis tremper mes lentilles, soit je vais encore bien arroser par la suite. Et moi, Il vaut mieux peut-être les tremper au départ, non? Avant de les faire gonfler comme les haricots, etc. Un petit peu dans l'eau, pas? moi j'aime bien parce qu'on est au moins sûr qu'elles ont assez d'humidité pour germer. Et après, tout le long de ma ligne, je vais faire des pokés où c'est que je vais mettre 4, 5, 6 graines. Le tracé, là, il a environ 2 cm de profondeur. Donc on prend 4-5 lentilles, on les met ensemble dans un petit trou, dans un petit poké, effectivement. On les distance de combien? Là, moi, je mets une bonne main, 20-25 cm entre chaque pied. Alors, la levée, c'est au bout de combien de jours et au bout de combien de temps on peut récolter, en tout cas, ces premières lentilles? Alors, on va les récolter, comme notre expert sur le plateau nous l'a dit, entre juillet et août. Mais là, la levée, ça dépend en fait de la température aussi du sol. On va le faire fin mars, avril si on est dans les régions les plus clémentes. Puis si vraiment on a des problèmes comme si on est en altitude où le sol il est encore un peu frais, ça peut aussi durer des fois jusqu'à une dizaine de jours pour avoir la germination. On ne met pas ça, on ne fait pas des rangées pour arroser autour, c'est sur sol plat, vous mettez ça sur butte ou pas du tout? Moi, je ne le mets pas sur but, mais j'apprécie de les faire en ligne pour pouvoir passer après facilement un petit coup de désherbage avec une binette, etc. Un petit peu d'huile de coude, pas besoin d'aller à la salle de sport quand on cultive son jardin. Et on a vraiment sur nos tronçons des plantes qui vont venir une belle petite touffe et on pourra espérer récolter quelques lentilles. Mais vraiment, moi, la lentille au potager, je ne l'utilise pas uniquement en tant que lentille, je l'utilise aussi comme un engrais vert. Parce que les lentilles, elles vont fixer l'azote sur les racines et on n'aura pas besoin d'acheter de l'azote chimique qui viendrait de l'autre bout du monde. On a vraiment une plante qui va délivrer de l'azote au sol et c'est vraiment quelque chose de crucial. Merci Tom, on vous retrouve tout à l'heure pour parler également protéines végétales. Mais tout de suite, je rejoins notre chef. Alors chef, quelles sont les étapes nécessaires pour que vous puissiez réaliser ce plat, qu'on puisse le réaliser? Alors, ce qui est important, c'est de prendre son temps pour cuire les lentilles. Les lentilles en soi, c'est très bon, mais on peut les valoriser davantage en apportant d'autres légumes. On a utilisé ici des carottes de couleur, carottes d'antan, des carottes jaunes, des carottes oranges, des carottes qui vont rendre leur eau de végétation dans un peu de graisse de canard. Ça apporte du goût. On a cuit ces lentilles, en plus... On peut le faire dans du beurre aussi. Bien sûr, on peut le faire dans du beurre. On peut le faire même dans du gras de foie gras. C'est pas mauvais non plus. Et puis, en mouillement, alors soit à la maison, on va utiliser de l'eau, soit en cuisine, on va pouvoir utiliser un fond blanc de volaille, un fond blanc de poule. Il nous reste un petit peu de cuisson de la poule au pot et il nous reste un petit peu de bouillon de pot-au-feu. On mouille nos lentilles avec. Elles vont cuire tranquillement, gentiment. On les poivre au début parce qu'il faut... Combien de temps un peu? Une petite vingtaine de minutes. Voilà. On les poivre au début, on ne les sale surtout pas. Souvent, il se dit que quand on sale la lentille au début, la peau devient dure, ce qui fait qu'on aura beau essayer de la laisser cuire, mais on aura toujours de la résistance au moment de mâcher. Donc là, on a nos lentilles qui finissent de cuire tranquillement. Après, à part, on a cuit de la même façon les lentilles beluga, les lentilles noires, qui vont venir décorer notre truite des Pyrénées. Alors la truite des Pyrénées, notamment pour faire un gravlax, faut prendre un peu de temps. Parce qu'il faut les laisser mariner. On compte 1 heure de marinade dans un mélange sel, sucre, pour 1 kilo. Donc, que ce soit de la truite ou un autre poisson, on a un poids de 1 kilo, on compte 1 heure. On peut en trouver déjà tout préparé, non? Oui, ça se vend tout préparé. Après, si on a le temps et si on aime cuisiner, c'est sûr qu'on s'y prend la veille, ça va très vite. On fait un mélange 1 tiers, 2 tiers. Par exemple, 2 kilos de sel pour 1 kilo de sucre. On rajoute des épices, des baies roses, du poivre concassé, de l'aneth, du zeste de citron jaune, du zeste de citron vert. Certains y mettent un petit peu de piment d'Espelette et on laisse mariner. Quel est l'intérêt d'associer justement la truite gravlax avec la lentille? C'est quoi l'histoire d'amour entre les deux? Ce qui est intéressant entre cette légumineuse qui pousse dans la terre et cette truite gravlax qui, elle, pousse, qui grandit dans les lacs, c'est qu'on reste vraiment sur le continent. On ne s'éloigne pas. On a des produits de producteurs, de terroirs. On a une lentille
qui est bien assaisonnée, qui est bonne, qui va avoir peut-être des notes de la ferme avec cette graisse de canard qu'on aura mis. Et puis on a une truite gravlax qui va apporter de la sucrosité, puisqu'on a fait un mélange sel et sucre. On a un épissage, on a un peu d'acidité avec le citron qu'on aura mis. Le but, c'est de faire vraiment un plat qui soit harmonieux. Mais ce plat, on va venir le relever encore plus avec autour une vinaigrette légèrement moutardée pour que ça ne nous pique pas non plus le nez, mais que ça réveille les papilles. Mais justement, vous allez nous dresser tout ça et on revient vous voir dans quelques instants. Alors, quel est l'impact de cultiver des protéines végétales, entre guillemets, sur le sol et sur l'environnement? J'ai envie de m'adresser à Nicole. Il y a un impact environnemental intéressant par rapport à ces protéines, ou vous voulez commencer, Laurent? Oui, peut-être qu'il vaut mieux que l'agriculteur commence. Ouais. En termes justement, est-ce qu'elle est économe en eau? Est-ce qu'elle améliore le sol? Est-ce qu'il y a des cultures qui améliorent également le sol par leurs racines? Voilà. Pour l'eau, on l'a dit tout à l'heure, c'est ça. Donc son origine, entre guillemets, aide à ce qu'elle ne soit pas gourmande en eau. Après, les légumineuses ont la capacité de capter l'azote de l'air pour le stocker dans leurs racines et le restituer à la culture suivante. Donc agronomiquement, j'ai envie de dire, voilà, déjà, il y a un premier levier intéressant. Également, dans la rotation, intégrer des légumineuses, c'est intéressant parce que ça fait une nouvelle culture. Donc en fait, on va allonger la rotation et du coup, ça va permettre, entre guillemets, de moins utiliser d'intrants. Les intrants, vous voulez dire les pesticides, les engrais, etc. Absolument. D'accord. C'est une culture intercalaire. Vous faites quoi? Vous faites blé, lentilles, vous faites maïs, lentilles. Ça marche comment votre rotation? Alors, dans des schémas classiques, on va dire après une lentille, on aurait tendance à faire un blé. Moi, je fais pas ça, je fais un colza. Parce qu'en fait, le colza, c'est une crucifère qui a besoin d'azote à l'automne et du coup, va davantage capter cet azote que la lentille a produite par rapport à un blé. Donc moi je pars plutôt sur des rotations comme ça. Nicole, consommer des protéines végétales, est-ce que c'est diminuer sa consommation en viande? Alors en fait, pourquoi on dit qu'il faut végétaliser l'alimentation aujourd'hui? C'est un terme très employé aujourd'hui. C'est pour deux raisons. Ouais. Voilà, on parle de flexitarisme, on parle même d'aller vers du végétarisme peut-être. Et ça, c'est pour deux raisons. C'est à la fois le côté santé, parce qu'on sait que les excès de consommation de produits animaux, et en particulier de viande rouge, vont favoriser le développement de pathologies, en particulier cardiovasculaires, mais aussi certains cancers. Et puis, c'est aussi pour le volet environnemental, parce que les produits animaux, et en particulier la production de viande, n'est pas optimale sur le plan environnemental, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les animaux consomment la plupart du temps, alors pas tous, mais la plupart des élevages, on les nourrit avec des produits végétaux que l'homme pourrait directement consommer. Donc en fait, ça fait une perte et c'est ça qui contribue à expliquer leur impact plus fort. Et puis ils sont associés pour certaines productions majoritaires à la déforestation, etc. En revanche, les produits végétaux n'ont pas ces problèmes-là et donc leur impact environnemental, et en particulier si on regarde l'impact carbone, il est beaucoup plus faible. Il est 5 à 10 fois plus faible que celui de la viande. Mais attention, ce n'est pas toutes les productions végétales qu'il va falloir promouvoir, parce que si on regarde par exemple les céréales raffinées, le riz blanc, les pâtes ordinaires et encore moins bien les produits gras et sucrés et tout ce qui est fait à partir de farine, d'huile végétale et de sucre, ce sont des produits végétaux. Ça a un faible impact environnemental, mais quand c'est consommé en excès, c'est très mauvais pour la santé. Donc au sein des productions végétales, on va privilégier celles qui vont être aussi bonnes pour la santé de l'homme et on va retrouver les légumes secs et aussi les produits céréaliers complets. On récolte la lentille et ensuite avec la plante, on en fait quoi? On en fait du foin? On peut la donner en alimentation animale? Qu'est-ce qu'on en fait après de la plante sèche? En fait,
La plante, quand elle est fanée, donc c'est là qu'on récolte l'ensemble, il y a très très peu de résidus. Donc on ne peut pas en effet l'utiliser pour le fourrage, donc c'est restitué au sol. J'ai envie de dire, c'est la seule façon qu'on puisse faire, c'est vraiment infime. C'est un système racinaire qui est plutôt fasciculé, plutôt en profondeur, ou les deux? C'est-à-dire que ça monopolise bien le sol. Ouais, c'est ça. Ça utilise l'environnement quand même du sol. Pas trop en profondeur quand même non plus, mais c'est intéressant, c'est assez chevelu. Donc les protéines végétales, c'est gagnant-gagnant, Nicole. Alors justement, c'est ce que je voulais peut-être rajouter un élément, parce qu'on a parlé de nutrition, on a parlé d'environnement, et il faut parler de budget aussi. Alors on a parlé de goût, de praticité, mais il y a aussi le budget. Et en fait, l'intérêt de végétaliser son alimentation en y introduisant en plus de légumes secs en particulier, c'est qu'on va maîtriser le budget, voire même diminuer, puisqu'on sait aujourd'hui que le premier poste budgétaire pour le français moyen, et finalement, quel que soit son statut socio-économique, aujourd'hui, c'est la viande. On dépense 20% de notre budget notre budget alimentaire est consacré à la viande. Si on baissait un petit peu ça, on pourrait avoir plus de fruits et de légumes et rééquilibrer pour la santé, l'environnement, en n'oubliant pas le porte-monnaie. Je crois que vous avez prêché deux convaincus là, Nicole, et même plus d'ailleurs pour ceux qui nous regardent amicalement. On retrouve tout de suite Tom. Alors Tom, vous allez au-delà de la lentille dans le jardin, vous plantez toutes les protéines végétales, toutes les légumineuses aujourd'hui. Alors oui, dans les légumineuses, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut ajouter dans son jardin. Si on va lier par saison, on va peut-être commencer par les fèves qu'on va peut-être pouvoir planter déjà juste à l'instant. Là, on a une belle espèce de févrole. Donc, c'est la fève qui va pouvoir rentrer dans nos jardins. On la met tremper les graines une nuit à l'avance et on va les semer directement en tronçon, encore une fois. La fève a aussi l'avantage d'être une légumineuse, une fabacée, quand on parle un petit peu de botanique. Donc, à ses racines, on va pouvoir avoir des nodosités, un stockage d'azote. Quand elle sera prête à être récoltée, le feuillage, vous allez pouvoir juste le broyer et l'utiliser en paillage. Et sinon, après, dans les cours de saison, il y a les pois mangent tout. On peut aussi avoir les haricots. Si on les fait sécher, on ne les récolte pas en haricots verts, on pourra récolter les graines. On pourra en faire, avec les haricots blancs, par exemple, le traditionnel cassoulet. Bref, il y a vraiment tout un tas d'utilisations des céfabacées. Je vous conseille d'en mettre dans vos jardins. Et vous pouvez aussi les utiliser, notamment en paillage. Vous pouvez, pour le feuillage, une fois que vous aurez récolté toutes ces gousses, il y a vraiment tout un tas d'utilisations à utiliser et à explorer dans son potager. Merci Tom. Alors, on retrouve notre chef. Alors, c'est Noël avec vous, parce qu'on dirait des petites bûches de Noël. Pour moi, ça me rappelle Noël. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Ensuite, on sait ce que vous avez fait, mais comment on met tout ça en scène? Ce qui nous manquait dans cette assiette, en plus d'avoir de belles lentilles vertes et de belles lentilles caviar, c'est un petit peu de croustillant. Alors, il y a une mouillette. Une mouillette, très simplement, un pain toasté, un peu d'huile d'olive toastée au four, et on rajoute un peu d'acidité avec une crème légèrement acidulée, quelques aromates, de la coriandre, de la nette, et puis on a les pickles d'oignons aussi, des beaux pickles d'oignons rouges, qui vont venir réveiller un petit peu tout ce qui se passe en bouche autour de la lentille et de la truite. Je vais finir de dresser la dernière assiette. Alors donc tout ça, on le mange comment? On commence par quoi? C'est quoi un petit peu le menu en bouche pour déguster cette assiette? Puisqu'on parle de la lentille, on est obligé d'utiliser la lentille. Tout d'abord, on la met en avant, donc on commence par déguster la lentille. Quelle est la différence de goût entre la lentille, justement, entre guillemets, caviar et la lentille traditionnelle? La lentille traditionnelle est déjà beaucoup plus connue. Ce qui se passe sur la lentille caviar, c'est qu'on va partir sur des notes un peu plus de noisettes, de châtaigne. Peut-être qu'on aura un peu moins dans la lentille verte. Et puis on a en fonction de la cuisson, bien sûr, les deux sont cuits suffisamment. On a un peu plus de résistance au niveau de la lentille caviar, au niveau de la mâche. Une petite question. Oui, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que notre chef, il a des astuces pour éviter la flatulence avec la lentille? Alors, vous y allez carrément. J'ai pas d'astuce, le mieux c'est d'ouvrir la fenêtre ou de s'isoler. Et puis, dernière question, on sale quand les lentilles? Parce que moi je les rate toujours, j'ai l'impression qu'elles sont toujours un peu fermes à la cuisson. Ouais. Est-ce que c'est une astuce aussi au niveau de l'assaisonnement des lentilles? Le mieux c'est toujours de les saler à la fin. Alors,
Ce que font les chefs quand on démarre un plat, on le sale déjà un peu au début. Les assaisonnements sont importants dès le départ. Dès le départ. L'assaisonnement final de la lentille, ça va vraiment être l'assaisonnement qui va finir le plat qui sera préparé. Ce qu'il lui faut juste en sel et en poivre. Mais cette dose de sel pour finir l'assaisonnement, ça apporte à la fin. Mais toujours est-il que dans le démarrage, quand on a parlé de nos carottes, etc., on sale déjà cet élément de base. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très coloré, c'est très beau. Merci à nos invités, merci à vous Tom, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.